Lara, bonjour. Bonjour. Merci d'apporter votre témoignage. Donc, alors vous avez profil particulier puisque vous avez créé une start-up et vous allez nous expliquer Oui. à un moment, donc vous avez décidé de la vendre. Alors déjà, je vous laisse présenter. Alors, Dilissime. Oui, tout à fait. C'est la start-up que j'ai co-créée. Donc en avril 2010, après une brève carrière d'avocate, j'ai co-créé avec Tatiana Jama une start-up qui s'appelle Dilissime. Dilissime, donc c'est lancé en avril 2010. C'était un site de vente événementielle, de prestations de services, donc de massage, restaurants, cours de sport et autres, à prix réduit, qui ciblait les internautes parisiens, marseillais et lyonnais. Et ça s'adressait essentiellement aux femmes. Et on essayait de présenter des lieux plutôt haut de gamme. Qu'est-ce qui vous a amené à quitter la profession? Parce que finalement, vous avez exercé peu de temps comme avocate. Oui, clairement. Oui, j'ai exercé peu de temps. Je pense que c'est quelque chose qu'on... Enfin, moi, je suis née avec depuis toute petite. Quand j'ai 6 ans, quand on me demandait ce que je voulais faire, je disais que je voulais être PDG. Des ambitions très, très hautes. Et, il y en a qui veulent être président de la République. Exactement. Hein. Voilà, chacun... bon, je passais par beaucoup de phases, mais je me suis aussi arrêtée sur le mot PDG, que je pense que je ne comprenais même pas. Mais... donc, non, c'est quelque chose qui m'a toujours titillée. J'ai beaucoup hésité entre une école de commerce, la sortie du bac ou du droit. J'ai fini par faire du droit en me disant que le métier d'avocat pourrait m'apporter éventuellement ce qu'on pouvait retrouver un peu dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire de l'autonomie, le choix de ses décisions. Enfin, voilà, une façon d'avancer qui est un peu plus libre que le monde du salariat. C'est une bonne formation. C'est une super formation, quoi qu'il arrive. Et puis voilà, puis en commençant à être avocate pendant plusieurs mois, voire une année, je me suis rendu compte que pour retrouver ce qui moi me motivait, c'est-à-dire cette autonomie, cette volonté de prendre moi-même mes propres décisions, de prendre en fait un peu en main mon destin, eh bien c'était compliqué. Alors je me suis dit, la seule façon d'y arriver, c'était de créer ma boîte. Voilà. Alors donc vous avez créé Dilissime, donc on peut appeler, c'est une start-up, voilà. Et en un an, vous étiez une dizaine quasiment? Oui, près de 12. Alors il s'est passé beaucoup de choses en un an. En un an, on a lancé le site. Quelques semaines, voire mois après, on a levé des fonds. Donc c'est quand même une première étape dans la vie d'une start-up. En 2011, lever des fonds? Non, en 2010. 2010. Mais bon, en 2010, on avait déjà la crise qui commençait. Ouais. Et alors, comment vous avez réussi à lever des fonds? Oui, on a réussi parce qu'on avait vraiment un modèle qui était un peu différent. Je pense qu'on avait saisi une opportunité de marché que nos concurrents n'avaient pas forcément saisi ou n'avaient pas fait le choix de se positionner dessus. Et puis ça marchait bien en fait. Notre site, chaque jour, on proposait une nouvelle offre et puis on voyait le nombre de ventes et on voyait bien que chaque jour, ça marchait. Les gens adhéraient au projet. Et donc, du coup, dans ces conditions-là, c'est beaucoup plus facile de lever des fonds quand on a tout de suite un début de chiffre d'affaires, quand on voit que ça marche. Oui, en fait, vous avez levé les fonds quand ça a commencé à marcher. Oui, exactement. Voilà. On a levé des fonds après avoir lancé le site. Vous n'y êtes pas allé avant. Exactement. Ça s'est fait très vite parce qu'on a fait nos preuves pendant 1 à 2 semaines, donc ça a été très vite. Mais malgré tout, on avait quelque chose qui était sorti, qui marchait. Donc, on a levé des fonds en 2010. Ça a permis de commencer à recruter, de constituer cette équipe de 12 personnes. Et puis, à peu près un an après le lancement du site, au moment où justement on se positionnait pour réfléchir à est-ce qu'on relève des fonds pour aller plus loin, pour ouvrir de nouveaux marchés. Garder l'avance, pas être copié par de nouveaux entrants. Exactement, continuer à innover, aller plus loin, plus vite. Eh bien, dans le cadre de cette levée de fonds, on a rencontré Living Social, qui est le numéro 2 mondial sur le marché de la publicité locale, ou on va dire vulgairement du deal. Et puis ça a bien fité entre nous. Là-bas, on n'était pas du tout dans une logique où on allait vendre. On cherchait vraiment à lever des fonds. Vendre, c'était pas même pas. La question, c'était même pas posée. Vendre au bout d'un an, c'est vrai qu'on se pose pas forcément la question. Non. Vous avez quelque part rapidement intégré que c'était mieux à la fois pour vous et pour l'avenir de votre société, de vous faire acheter on a vraiment beaucoup réfléchi parce qu'à cette époque-là, on avait différentes propositions d'industriels comme Living Social, de fonds d'investissement. Donc, on avait vraiment les 2 options, ce qui est déjà une grande chance. Oui. Enfin, voilà, c'était déjà super. Et ça veut dire que ça marchait. Ouais, ça veut dire que ça marchait. Non, c'était super. Donc, on s'est posé pas mal de questions et on s'est dit, aujourd'hui, on est un petit champignon sur un marché. Comment devenir un grand? On avait vraiment cette envie de devenir un acteur important. On avait envie de garantir aux
voilà, la dizaine de premiers salariés déjà, qui nous ont fait confiance. Oui. La pérennité de l'emploi. Exactement, la pérennité de l'emploi, quelque chose dans lequel ils allaient pouvoir évoluer, ils allaient vivre un peu une expérience assez différente, avec plus de moyens, d'autres ambitions. Et puis nous aussi, à titre de défi personnel, vivre la start-up à l'américaine et apprendre le living social, toutes leurs méthodes, leur façon de faire et compagnie, c'était quelque chose qui avait aussi pas de prix pour nous. Enfin, on avait aussi vraiment cette volonté d'apprendre et de grandir vite. Et on s'est dit, je pense que le meilleur choix à ce moment-là, étant donné que le marché se tendait, qu'il était plus concurrentiel, c'était quand même plus difficile sans argent d'avancer, on s'est dit, Et puis vous ne le regrettez pas finalement Non, on ne le regrette pas. C'est combien de temps maintenant? Ça fait presque 18 mois, 16 mois. J'ai l'impression que vous avez accéléré les phases quand même, parce que faire aussi vite, là moi j'ai rarement vu quand même. Non, c'est vrai que tout a été très très vite. Vendre tout ça en même pas... je dirais vous étiez prise dans... Vous aviez le temps de vous asseoir, de prendre du recul, vous étiez prise c'est une question qu'on m'a beaucoup demandé, et on m'a dit mais est-ce que tu as eu le temps de réaliser ce qui s'était passé? Alors non, on était vraiment dans un tourbillon, mais notre modèle économique, le site internet qu'on avait, nous imposait d'avoir chaque jour une nouvelle offre. Donc de toute façon, on est tout le temps dans un tourbillon qui va très vite, où il faut toujours aller vite, innover et compagnie. Donc dans le fond, c'était on vivait là-dedans. Voilà. Et en effet, la société a connu un peu la même destinée que le produit qu'on vendait. Et non, enfin... Aujourd'hui, on a évidemment, ça fait plus d'1 an, on a réalisé ce qui se passait, même si avec Living Social, l'aventure aussi a été extraordinaire derrière. On était 10, on est passé à 100 en 3 mois, on a recruté plein de gens, on a ouvert plein de villes. Donc vous vous sentez bien là, c'était, oui, ça a été hyper vite et en même temps, j'ai pas le sentiment d'être passé à côté de quelque chose. Le seul regret dont vous parliez, c'était le fait de ne pas avoir... Aujourd'hui, je suis moins entrepreneur, je suis plus dirigeant et j'ai pas été entrepreneur assez longtemps à mon goût. Mais Et vous l'auriez fait seul? Non. Ça aurait été vraiment difficile. Le fait d'être... Parce qu'on dit souvent de femmes, il peut y avoir des frictions. Ça, ça n'a jamais été... Jamais, mais sur cette question, c'est assez intéressant parce que quand j'ai décidé de franchir le pas et de créer une entreprise, j'avais assisté à une conférence où quelqu'un avait entreprise seule. Et je pense que c'est ce qui est le plus difficile aujourd'hui et je pense que je conseillerais à n'importe quelle femme entrepreneur de, si possible, de s'associer parce que être seule, c'est une vraie pression. Je respecte et c'est un énorme mérite parce que c'est vraiment quelque chose que j'aurais pas pu faire. Mais on avait besoin d'avoir quelqu'un pour partager tant les joies que les tristesses, de se challenger. On est vraiment des sparring partners. Et non, clairement seul, ça aurait été une autre histoire. Et même si on avait dans le fond des compétences assez similaires, parce qu'on était toutes les deux avocates avant, donc c'est ça peut être assez particulier. On avait humainement un caractère différent, puis une façon de penser assez différente. Et non, l'une sans l'autre, on ne serait pas fonctionné. La spécificité des startups, c'est qu'on n'a plus de vie privée, quoi. En fait, on est au bureau le jour, la nuit. Vous avez vécu ça? C'est pas ça le pire. Le pire, c'est l'obsession constante. C'est-à-dire de ne pas pouvoir ouvrir un magazine, rentrer dans une boutique sans penser quel est le lien et en quoi ça va pouvoir améliorer mon entreprise. C'est ça le pire. C'est même pas les genres de travail. Mais c'est pas particulier aux startups. Non, peut-être pas. D'ailleurs, non, franchement, oui, clairement. Vous le vivez bien. Parce que c'est vrai que c'était... quand on présente les startups, c'est un peu la ruche, là, et on n'arrive plus à avoir un peu de temps pour soi. Donc. Moi, j'en ai jamais souffert. J'aime travailler. En plus, là, vraiment, j'ai jamais pris ça pour du vrai travail parce que chaque jour, c'est le plaisir. Ouais, c'est le plaisir. C'est tellement différent tous les jours. On change de métier toutes les 2 heures. Bon, pour l'entourage, c'est là où c'est un peu plus difficile, c'est d'avoir du mal à nous faire déconnecter un peu on n'a que ça à dire, on a envie de parler que de ça. Un dîner, on pourrait parler pendant 2 heures de notre boîte. Alors, qu'est-ce que vous leur dites à ces femmes? Alors, vous, c'est exceptionnel cette réussite en si peu de temps, parce qu'il y en a qui s'échinent donc à essayer de lancer sur Internet. Qu'est-ce qui est important? Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a déjà nous qui on est et quelles sont notre envie. Moi, on m'a dit quelque chose au tout début de mon aventure qui est assez vrai, on m'a dit, regarde, vois là où tu veux être plus tard, regarde l'étoile, vois la magie que tu voudrais vivre et vas-y. Et te dis pas qu'il va se passer des choses qui vont t'empêcher, des barrières, rien, tu veux aller là, mets tout en place pour aller là. Donc je pense que déjà notre conviction intime de vouloir avancer et de jamais lâcher, c'est très important. L'équipe et de bien s'entendre avec son associé, c'est fondamental. Avec Tatiana, on a vraiment une aventure extraordinaire parce qu'on ne s'est jamais fâché. On n'a pas toujours été d'accord évidemment, mais on a toujours bien réglé ça. Et d'avoir quelqu'un sur qui s'appuyer, c'est vraiment extraordinaire. Et puis après, ce qu'on appelle l'exécution, on va dire, qui est essayer de prendre des bonnes décisions. Nous, on s'est beaucoup entourés.
honnêtement, on a monté une société, on était avocate, on n'y connaissait pas grand-chose dans le web. On est parti du principe que beaucoup de gens pouvaient nous apprendre beaucoup de choses. Et donc, on s'est entouré, on a appris. On s'est toujours dit, je ne sais pas, donc peut-être que lui, c'est mieux que moi. Je vais l'écouter. S'imprégner de tout ce que vous pouvez apprendre ailleurs. Ouais, c'était vraiment... et se donner les moyens aussi, quand même, de... Puis bosser, il faut avoir envie de bosser. Il ne faut pas se dire que ça va arriver comme ça. C'est pas vrai. Vous allez souvent aux États-Unis, je suppose. Ouais. Vous trouvez qu'en France, on fait ce qu'il faut en ce moment pour encourager l'entrepreneuriat, ou vous pensez qu'on n'a pas besoin de ça quand on est entrepreneur et qu'on se débrouille soi-même? Non, je pense qu'en France, ce qui pourrait aider un peu l'entrepreneuriat, on a pas mal de barrières réglementaires qui sont pas simples ni à comprendre, ni à franchir quand on est une toute jeune entreprise, et que je pense que... Et qui manquent de stabilité aussi. Ça manque de stabilité aussi, et puis surtout, ça ne s'applique pas. Je pense que quand on est une très grosse boîte ou une toute petite boîte, on ne peut pas demander la même chose, et puis voilà, c'est des jeunes boîtes qui embauchent des gens, qui créent de l'emploi, qui créent du dynamisme, et surtout dans l'économie numérique. Aujourd'hui, il y a des études qui les ont montré. Il faut vraiment aider ce secteur d'activité-là. Et je crois qu'on a une ministre qui s'en occupe, mais bon. Voilà. Oui, évidemment. Et je lui souhaite plein de bonnes choses. Oui. Mais voilà, essayer d'aider. Et puis après, l'accès à l'investissement est aussi plus difficile en France qu'aux États-Unis. Et je pense que c'est juste une question de mentalité. C'est qu'aux États-Unis, on aime prendre des risques, on aime tenter. Oui, et puis c'est le problème de l'échec qui est tellement aussi... Et puis clairement, aux États-Unis, se planter, c'est pas grave. Voilà, écoutez, j'espère qu'on sera entendu. Oui. Merci beaucoup, et puis bonne continuation. Merci, bonne journée.